tous, bienvenue dans cette Water Odyssey. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis journaliste spécialisée sur les enjeux de biodiversité et la fondatrice d'un média dédié également entièrement au vivant qui s'appelle La Corneille, que je vous invite à découvrir. On est aujourd'hui ici avec une thématique qui nous a beaucoup inspiré, en tout cas dans les échanges préparatoires. On va vous parler des aventurières de la mer et on va surtout vous expliquer pourquoi, en fait, quand on parle d'aventurière, c'est pas forcément ce qu'on a en tête tout de suite. On va voir que finalement, être une aventurière de la mer, ça peut être plein de choses. Et ça peut s'exprimer de manière assez différente. Donc avec moi pour explorer cette thématique et explorer la mer également, deux speakers qui sont toutes les deux impliquées avec la mer au quotidien, de manière à nouveau assez différente. Et puis je vais peut-être vous inviter à vous présenter, parce que je pense que vous le ferez toujours mieux que moi. En commençant peut-être par toi, Flora. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Flora Arsner, je suis athlète en wingfoil. Déjà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le wingfoil? Est-ce qu'il y en a qui... Tout le monde connaît le wingfoil? Ok. Vous ne connaissez pas? Donc c'est un sport qui se pratique sur l'eau, avec le vent. Et donc on a une aile gonflable dans les mains et sous les pieds, il y a une planche avec un foil. Et on utilise l'énergie du vent et des vagues pour avancer. Donc voilà, donc je pratique ça, j'ai fait beaucoup de compètes les années dernières. J'organise aussi un événement sportif de wingfoil engagé sur les questions environnementales et sociales. Dans social, il y a handicap et femmes dans le sport qui s'appelle la Roca Cup. La 3e édition vient tout juste de se terminer. Et sinon, à côté de ça, je suis ingénieure en environnement et je travaille sur les questions de biodiversité. Voilà. Je suis très heureuse d'être ici. Moi aussi, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Bonjour, moi je suis Clémentine Moulin, je suis normalement basée en Bretagne. Je suis la directrice des expéditions de la Fondation Tara Océan. La Fondation Tara Océan, c'est une fondation reconnue d'utilité publique en France qui étudie les océans depuis les 20 dernières années. On avait un bateau, une goélette, un voilier qui du coup a fait 13 expéditions à travers le monde. Et là, on est très content parce que hier, on a baptisé notre nouveau bateau, qui est un bateau qui va aller en Arctique pour étudier du coup la biodiversité en Arctique. Ça, c'est mon métier la journée, et le soir et les week-ends, du coup, j'ai créé une association qui s'appelle Women of the Seas, avec mon conjoint qui est lui-même marin. On essaye de mettre en avant les femmes qui travaillent dans le milieu maritime. Et je crois qu'on va en parler un peu plus. Tout à fait, c'est prévu. Peut-être commencer par le commencement. Ce terme d'aventurière, je sais qu'il nous a questionné au départ parce que on peut se sentir aventurière ou pas, mais on peut aussi être mis un peu face à la définition collective qu'on peut avoir aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous vous sentez aventurière? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Peut-être commencer par toi, Clémentine. Moi, je pense que je suis un peu plus là pour représenter les aventurières que j'ai interviewées, plus que pour moi. En fait, je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup d'aventure en disant, à travers en disant je suis... En fait, on peut de moins en moins aller à la découverte de nouveaux endroits, évidemment, en 2025. Et on part plus de... la première personne qui a j'ai plus d'exemples là, qui a monté gravi les 8 derniers sommets au Népal. On est toujours un peu dans cette compétition. Alors pour moi, à travers les femmes que j'ai interviewées dans notre podcast et du coup notre association, en fait, les aventurières, c'est des personnes qui sont archéologues sous-marines, biologistes marins ou reporters qui partent en mer en fait sur des missions de tous les jours et qui finalement vont à la découverte de différentes choses en mer, mais sans forcément dire que c'est les premières à avoir fait ci, à avoir fait ça. Je trouve que l'aventure, ça se transmet peut-être plutôt à travers la recherche et la découverte en mer. Et pour toi, Flora, je sais que quand on t'a dit aventurière en mer, tu m'as dit mais moi en fait j'ai le mal de mer, du coup ça rentre pas dans le truc collectif là, comment on fait? Est-ce que tu veux nous en dire un peu sur toi, comment tu te sens par rapport à cette notion? Pourquoi en fait on peut ne pas aller en effet à l'autre bout du monde en solitaire, mais être quand même une aventurière? Oui, bah déjà, je trouve que tu l'expliques très bien, Clémentine. C'est vrai que moi, je ne me retrouve pas dans ce mythe qu'on peut avoir de l'aventurier ou aventurière qui va faire quelque chose de complètement fou, inaccessible, notamment là sur l'eau, puisqu'on est sur la question de la mer. À titre personnel, j'ai un mal de mer extrêmement puissant.
que je ne sens pas du tout quand je fais de la planche à voile ou du wingfoil. Mais dès que je monte sur un bateau, même si c'est quasiment plat, je vais être malade et je suis allongée au fond du bateau et je ne peux rien faire, je ne sers à rien. Donc voilà, et j'ai déjà fait des petites aventures où je suis allée par exemple en vélo, carriole, wingfoil en Corse, en voilier pour essayer d'être le plus responsable possible. Et j'étais malade à l'aller, au retour. J'ai même pas pu, je devais être de quart de nuit et tout. J'ai servi à rien, je me sentais hyper mal quoi, par rapport à ça. Donc voilà, c'est peut-être juste un peu aussi pour déconstruire ça, de dire que on peut tous être aventuriers, aventurières aussi à notre manière. Je pense à partir du moment où on essaye de sortir des sentiers battus, de se challenger, de partir à l'aventure. On peut partir à l'aventure à côté de chez soi et juste de se lancer sur quelque chose qui nous paraissait peut-être inaccessible et voilà, revenir à quelque chose de plus simple. Ouais, il peut y avoir un rapport individuel aussi à ce que ça veut dire qu'une aventure. Enfin, ce qui est une aventure pour l'un ne sera pas forcément pour l'autre. Et notamment dans le sport, c'est quelque chose que tu as peut-être pu vivre, qu'il y a des sentiers justement et des voies à ouvrir, même si aujourd'hui, évidemment, on a avancé sur quelques sujets, mais en tant que femme notamment, tu mentionnais que tu as été sportive de haut niveau. Est-ce que tu as rencontré des challenges là-dessus? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors pour retracer brièvement, donc ces dernières années, j'ai fait du sport de haut niveau, mais à la base, moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Je l'ai découvert dans un second temps. Moi, j'ai bossé comme chargée de projet marin pour différentes structures, pour la protection des milieux marins et côtiers. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de découvrir ce sport récent, qui est le wingfoil, qui est apparu il y a uniquement quelques années. Et j'ai été repérée par une grande marque internationale qui m'a proposé de faire le tour mondial de wing. Et donc je débarque dans cet univers que je ne connaissais pas, je fais des étapes de Coupe du Monde, ça se passe bien, mais en l'occurrence je découvre qu'en tant que femme, on est payé 80% de moins que nos homologues masculins, en termes de prize money, notamment en fait, quand on fait une compétition à haut niveau, quand on gagne de l'argent dans la plupart des sports. Et donc voilà, on faisait le tour ensemble, hommes et femmes. Et donc sur la première étape de Coupe du Monde que je fais deuxième. Il y a plusieurs disciplines, donc il y a du slalom et du freestyle en wing. Donc je faisais les deux et je faisais deuxième en slalom et troisième en freestyle. Et voilà, et ce que je gagne, ça me rembourse le prix de l'inscription sur un tour mondial. Je fais waouh. Donc il y avait ce sujet-là, il y avait aussi la question de la médiatisation. En tant que femme, on n'était absolument pas médiatisée par rapport aux hommes, ou vraiment dans un truc, on était juste, à la limite, si on était sur la plage, celle qui était en maillot de bain, enfin voilà, encore, ça c'était il y a quelques années, donc très sexualisé et tout ça. Voilà, beaucoup moins payé aussi par les marques, sauf les femmes qui jouent le jeu des réseaux sociaux, à sexualiser sur les réseaux sociaux. Elles ont entre guillemets une chance. Voilà, donc je découvre ce monde-là et ça me questionne. Et puis sur les aspects environnementaux, pareil. Pour moi, il y avait un gros retard, notamment sur la question des déchets, des prises en compte environnementales, sur un sport qui, en l'occurrence, en plus, est un sport de nature que l'on pratique en mer. Voilà. Et on est dans ce milieu-là, à ce moment-là, que sur la question de la performance et de la communication, de la médiatisation. Il n'y a que ça qui intéresse les organisateurs. Et en effet, du coup, moi, j'ai essayé de m'impliquer là-dedans, juste tout simplement parce que je ne me sentais pas raccord avec ces valeurs-là. Et en plus, en parallèle de ça, j'ai pu découvrir à quel point le sport était extrêmement médiatisé dans notre société et où j'avais beaucoup plus d'aura en gagnant une compète qu'en écrivant un rapport avec des scientifiques. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais ça m'a fait comprendre cette réalité. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit que c'était important que le sport, pour les sportifs, pour celles qui le souhaitent, s'en saisissent. On a la chance d'avoir là plusieurs sportifs, dont Arthur Levaillant pour la voile, qui est aussi très engagé. Donc, voilà, le sport pourrait être un moteur de changement. Clémentine, est-ce que tu te retrouves dans ce témoignage? Est-ce que dans les témoignages aussi que tu as pu collecter avec ton podcast, il y a des choses similaires qui ont pu être remontées, que ce soit évidemment dans le monde sportif, mais aussi dans le monde scientifique ou de la navigation tout court? Alors du coup, dans le podcast, on essaye de ne pas confronter l'homme et la femme. On a beaucoup réfléchi avec Antoine, mon conjoint, là-dessus, parce que en fait, l'idée, c'est vraiment d'inspirer au sens large et pas montrer déjà et montrer que les femmes sont présentes, du coup, dans différents milieux et différents métiers dans le milieu maritime, et pas forcément rentrer tout de suite dans ce que ça implique d'être une femme en mer. Alors, par contre, évidemment, je pose la question. Je ne le mets pas dans le montage, mais qu'est-ce que c'est d'être une femme en mer? Et je peux en parler pendant des heures. En fait, l'idée, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on entend plus parler à travers le sport, comme tu disais, un rapport,
publiées par un scientifique et on aimerait changer ça un peu et mettre la lumière justement sur ces scientifiques qui passent énormément de temps en mer ou sur le terrain pour faire changer les choses. Mais il y a des choses qui sont assez positives, par exemple dans le milieu de la marine marchande ou dans le milieu de la recherche océanographique, le milieu que je connais, les hommes et les femmes sont payés de la même manière. Il n'y a vraiment aucune différence par rapport au brevet. Maintenant, tout n'est pas limpide parce que, à titre personnel, au sein de la Fondation Tara Océan, je galère à trouver une femme capitaine. Avec le diplôme qui va, c'est incroyable. J'essaye d'aller les chercher. Donc si vous connaissez des femmes capitaines de marine marchande ou simplement des femmes capitaines avec un capitaine 500 ou 3000, je passe une petite annonce, mais s'il vous plaît, venez me voir. Et oui, il y a des femmes malheureusement qui ont obtenu leur poste que 20 ans plus tard parce que c'était des femmes. Je pense à Marie-Pierre Gézégou, qui est une archéologue sous-marine, et elle a vu plein de gens passer à son poste qu'elle aurait dû avoir. Elle le savait très bien, mais simplement parce que c'était une femme. Je pense notamment à Marine Delmas, qui elle, c'est encore plus incroyable. Et c'était il y a quelques années, elle est tombée enceinte et ça a été la seule femme en CDI dans cette boîte d'armement. Et au moment où elle est tombée enceinte, on lui a dit merci, au revoir, et tu ne reviendras plus. Et depuis, il n'y a jamais eu de femme en CDI dans cette boîte. Et c'est une femme qui lui a demandé de partir après sa première grossesse. Donc ça aussi, c'est dur, hein, la sensibilisation entre nous femmes. Oui, donc il y a des choses positives, comme il y a encore vraiment ce genre de choses qui existent. Et moi, à titre personnel, au sein de la Fondation Tara Océan, je vais prendre un exemple. Hier, on fait le baptême à Lorient. On a une scène où on a différentes personnes qui prennent la parole pour ce baptême. Et on n'a que des hommes. La seule personne qui prend la parole, qui est une femme, c'est la marraine. Évidemment, il fallait que ça soit une femme, Agnès B. Et au moment où Agnès B parle, en plus, on a des gens qui crient de l'autre côté en disant qu'elle ne parle pas assez fort. Le seul moment où il y a une femme qui prend la parole, en plus, elle se fait alpaguer de cette manière-là. Moi, je vois ça, ça me rend dingue. Et pourtant, c'est le milieu dans lequel je travaille, c'est la fondation pour laquelle je travaille. Je vois aussi ce pattern, et je pense peut-être que tu pourras témoigner de ça, où les directeurs scientifiques avec qui je travaille sont très, très, très majoritairement des hommes. Mais après, juste en dessous, c'est les femmes. C'est toujours pareil. Et c'est encore présent. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, même s'il y a des choses qui changent. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Flora, ou... Parce que tu as aussi travaillé justement en tant que consultante sur les enjeux de biodiversité, donc il y a aussi ce moment où tu as été face à des institutions, face à des scientifiques, tu es allé aussi à l'autre bout du monde pour travailler, donc il y avait aussi peut-être des contextes parfois de culture ou autre, j'en sais rien, tu vois, qui ont pu peut-être te pousser à faire ce que tu fais aujourd'hui, j'en sais rien, tu vois. Déjà, je rejoins ce que tu dis, et pour moi, tu mets en avant la problématique du plafond de verre qui est difficile à briser dans notre société aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui m'a donné le plus de force aujourd'hui dans ce que je fais et qui me permet d'avoir davantage confiance en moi, c'est de m'investir en tant qu'organisatrice d'événements pour créer la Roca Cup. À ma connaissance, il n'y a que des organisateurs d'événements sportifs dans mon milieu à moi. Donc plutôt kitesurf, planche à voile, wingfoil, c'est un peu le même milieu. Donc être une femme jeune et organiser un événement comme ça où finalement on est confronté constamment à des politiques qui sont des hommes de plus de 60 ans, à des sponsors qui sont aussi la plupart des hommes, etc. Ça pousse à devoir quelque part montrer une forme de confiance en soi et de force pour pouvoir être prise au sérieux. Et voilà, en fait, je réponds pas directement à la question, mais il y avait juste quelque chose que j'ai découvert que j'aurais envie peut-être de transmettre. C'est qu'en faisant du sport de haut niveau, c'est là vraiment où j'étais confrontée aux inégalités. Je m'étais jamais posé la question avant, vraiment de qu'est-ce qu'être une femme dans mon milieu. Voilà, j'ai eu la chance, en tout cas par le passé, de ne pas être trop confrontée à ces problématiques d'égalité. Donc du coup, en subissant ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on était là, pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup... En fait, en gros, on était moins payés sur le tour. L'explication, c'est parce qu'on était moins de femmes que d'hommes. Donc pourquoi est-ce qu'on est moins de femmes à faire de la compétition, voilà. Et donc ça m'a permis de comprendre à quel point on est dans une société qui est socialement genrée et qui ne va pas pousser les femmes et les hommes toutes petites à faire les mêmes choses. Voilà,
je prends l'exemple du sport puisque c'est le milieu que finalement je connais le mieux sur ce sujet. Voilà, on va généralement pousser les petites filles à faire des sports d'intérieur. En général, ça va être de la gym, de la danse, voilà, qui expriment la beauté, la douceur, la grâce, et beaucoup moins heureusement, ça change, hein, c'est hyper important que ça change, des sports de force. C'est la même chose, c'est genré aussi pour les garçons. Je veux dire, tout le monde subit en fait cette problématique de genre. Et donc du coup, on va finalement les notions de compétition, les notions de force, les notions de dépassement de soi sont dans nos sociétés des notions connotées masculines. Et donc du coup, dépasser ça, c'est très difficile. Et souvent, on remarque que parfois, il y a des jeunes filles qui le font, et c'est au moment de l'adolescence, au moment où il faut justement s'intégrer dans un groupe, que la plupart en sortent parce que voilà, elles entendent « t'es un garçon manqué », voilà, elles vont être mises de côté par rapport à ça. Et donc, je pense que c'est là où nous, toutes et tous, on a un impact extrêmement important en tant que parents, en tant qu'accompagnants, etc., pour dire que c'est OK, un petit garçon ou une petite fille, de pratiquer tel ou tel sport. Et donc, derrière, en fait, c'est pas que le sport, c'est la question de prendre sa place, voilà, où finalement on est dans une société où c'est plus difficile en tant que femme de prendre sa place dans l'espace public, voilà. Mais ça vient de tout ça, ça vient du sport, ça vient de la cour de récré avec les garçons qui font du foot en plein milieu de la cour de récré, et puis les filles qui sont sur le côté à parler. Voilà, ça vient de tout ça, et ce qui fait qu'après, je trouve que de dépasser ça, en tout cas, ça aide finalement à prendre confiance et à oser faire des choses là où on ne nous attendait pas, et finalement à occuper des postes à responsabilité. Voilà, ça c'est peut-être un peu mon histoire personnelle et ce que j'ai pu apprendre dernièrement par rapport à ce sujet. Je peux rajouter quelque chose. Ça fait complètement écho à ce que tu dis, et pour le coup, une anecdote personnelle. J'ai un enfant qui aura bientôt 2 ans en juin. Je lui achète des livres, j'essaye d'acheter plein de livres différents. Et honnêtement, je suis tout aussi surprise qu'à chaque fois que je vois une représentation de quelqu'un qui, par exemple, je pense à ça parce qu'on lisait ça hier soir, mais un livre avec des camions, par exemple, ce genre de choses, ou alors les transports, ou alors un pilote, je rigole pas, ce ne sont que des hommes qui sont représentés dans le petit livre. Ça commence aussitôt que ça, en fait. Quand on voit ce genre de choses, quand on est petite fille, d'une manière ou d'une autre, on se dit c'est pas pour nous, enfin, je m'y reconnais pas. Et on manque énormément de modèles, en fait, tout simplement. Et ça me rend dingue, en fait, que ça commence aussitôt que le bas âge, quoi. Et l'autre partie sur laquelle je voulais rebondir, c'est que c'est notre responsabilité à tous de dire c'est OK. Et c'est aussi, je trouve, une responsabilité, évidemment, des femmes de s'entraider entre elles, mais aussi des hommes, quand on voit des choses où on n'est pas d'accord, aussi prendre part et faire une remarque, et ne pas simplement baisser la tête et sortir de la pièce, par exemple, et dire, mais en fait, là, moi, en tant qu'homme, je ne suis pas d'accord sur la façon dont on traite cette personne, cette femme, ou voilà. Et ça, j'essaie moi beaucoup d'en discuter avec les membres d'équipage de Tara, et c'est vrai que certains me disent c'est pas toujours facile, et c'est vrai que parfois c'est plus simple de juste pas faire face à ça, mais ils sont plutôt volontaires, en fait, après cette discussion, pour essayer de faire changer les choses aussi à leur niveau. Il y a une citation qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et j'ai l'impression un peu en vous écoutant que en fait, vous n'y avez pas forcément conscience au départ en vous lançant, que ce soit dans le sport ou sur la navigation maritime, qu'en fait, il y avait autant d'obstacles et de limites apparentes, sociétales, en allant justement dans ces domaines en tant que femme. Est-ce que c'est aussi la même chose que tu as pu voir émerger dans les témoignages sur ton podcast, ou au contraire, en fait, il y avait la connaissance, la compréhension que ça allait être compliqué en étant une femme parce qu'il y avait tous ces dictats de la société, et on y est quand même allé, ou est-ce que c'est un peu la déconvenue au moment où tu y es ? Les deux. Honnêtement, on a interviewé 20 personnes, et chacune a vraiment un témoignage différent. Je peux avoir des gens qui ont encore la haine, par exemple Marine, parce que vraiment elle a été vraiment maltraitée. Je prends l'exemple de Clarisse Kremer dans La course au large, qui a vécu quelque chose de terrible, de se faire rejeter par son sponsor parce qu'elle était tombée enceinte. Et elle avait le côté médiatique où elle a pu en parler. Marine Delmas, elle s'est retrouvée toute seule chez elle, à essayer de dire là, c'était pas normal ce qui vient de se passer. Évidemment, je compare pas les deux, c'est tout aussi terrible. Je pense que les personnes qu'on a interviewées, quand elles sont allées dans ce milieu-là, elles n'ont pas pensé qu'elles étaient femmes ou hommes, elles n'ont pas pensé à leur genre, elles sont simplement allées là où ça leur plaisait. Et après, certaines d'entre elles, elles vont me dire, moi j'ai jamais eu je m'en rends toujours pas compte. Par exemple, Charlène, elle est officière, je pousse sur l'officière de marine marchande, mais elle préfère qu'on l'appelle officier de marine marchande. Donc là-dessus aussi, il y avait des discussions assez intéressantes.
Peut-être de ton côté, Flora, tu nous as un peu parlé de la Roca Cup, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Enfin, ce que ça permet aussi d'apporter dans le monde du sport en termes de valeurs, en termes de questionnement? Parce qu'on a soulevé en effet beaucoup de limites, beaucoup d'obstacles, aussi bien sur les questions de féminisme, mais aussi sur les questions environnementales. Où vous en êtes aujourd'hui avec la Roca Cup? Oui, alors juste pour introduire la Roca Cup, moi je sais qu'à titre personnel, pour agir, j'ai besoin d'être dans l'action et de faire des choses quand même qui m'apportent de la joie. Et être juste dans la contestation, finalement, je pense qu'au fond, ça me déprime et ça m'enlève mon énergie d'action. Et donc quand j'ai commencé à être sur le tour mondial et que j'ai vu ces inégalités, dans un premier temps, je me suis présentée pour être représentant des riders. C'est un genre de syndicat des riders du tour, pour essayer de faire avancer les questions environnementales et sociales. Et dans social, il y avait la question des femmes. Et puis, il n'y a rien qui avançait. Et en fait, moi, je m'épuisais, je faisais ça bénévolement. Et ça me cassait complètement mon énergie. Et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose qui soit positif pour moi, qui m'apporte, pour que je puisse continuer ce combat. Parce qu'en fait, tout simplement, sinon, je vais partir dégoûtée. Donc je trouve ça, en parallèle, il y a la question un peu de l'épuisement militant et de tout ça aussi qui peut émerger. Voilà. Mais en tout cas, ma solution à moi, ça a été d'agir, et d'agir en plus dans le collectif, en m'entourant. Et donc du coup, j'ai essayé de réfléchir aussi à qu'est-ce qui peut faire changer ce milieu-là. Et pour ça, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est important. Et dans ce milieu-là, ce qui est important, c'est l'argent et la médiatisation. Et donc je me suis dit, l'argent, j'ai pas de moyens, je peux pas faire évoluer. Par contre, la médiatisation, je peux faire en sorte, peut-être, que ce soit la honte de faire un événement, un tour mondial inégalitaire, et que ce soit la honte, que ce soit un événement dégueu d'un point de vue environnemental. Et donc du coup, j'ai créé la Roca Cup, en m'entourant de personnes incroyables, et avec un slogan Same effort, same price, avec un homme et une femme qui font un backflip, et on l'a fait partager par plein d'athlètes. Ça, c'était pour créer la honte auprès des organisateurs d'événements, de dire en fait, derrière, si je fais un truc inégalitaire, parce qu'on pose, mais ça, c'était encore vraiment il n'y a pas longtemps, hein, on pose avec les chèques en fait sur les podiums, et donc il y a l'homme qui va avoir 1000 balles et la femme 200 €, quoi, en gros. Et donc du coup, ce slogan a été relayé. Et puis dans la Roca Cup, moi j'ai mis dedans tout ce qui me faisait kiffer. Donc il y avait plein d'assauts environnementaux, il y avait plein de fêtes, de concerts, voilà, j'avais envie que ce soit festif, que ce soit fou. Aussi d'un point de vue sportif, on a fait des trucs complètement dingues en wingfoil qui n'avaient jamais existé ailleurs, pour essayer d'amener autour de moi un maximum de personnes et que chacun se retrouve. Et puis au niveau du public, essayer de faire un truc de cheval de Troie, où en fait le grand public est attiré parce qu'il y a les meilleurs mondiaux qui sont là, parce qu'on va faire du show. Et en fait, une fois sur place, ce sont que des assos environnementales qui sont présentes et qui du coup peut-être... parce qu'en fait, finalement, si on fait un événement sur l'écologie, la plupart du temps, il n'y a que des personnes déjà convaincues qui viennent. Donc on ne change pas le schmilblick, entre guillemets. Moi, j'ai envie de changer ça. Cette Roca Cup, elle se déroule à Hyères, en région PACA, une région quand même assez tournée d'extrême droite, voilà, où c'est pas forcément facile de parler de ces sujets, et où du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant de les amener. Donc bref, toute cette réflexion a fait qu'on a fait cette première édition, ça a cartonné, et suite à ça, le tour mondial est devenu égalitaire, donc c'était un énorme combat. Mais juste pour finir et pour dire qu'en fait, les combats sont malheureusement jamais définitivement acquis. Maintenant, le tour mondial est beaucoup plus égalitaire, mais il y a des tours concurrentiels qui sont mis en place, et il y a aussi des événements privés de wingfoil qui existent, avec notamment, il y a un an, il y a un événement privé qui réunissait les 50 meilleurs mondiaux hommes et femmes en kitesurf, planche à voile, wingfoil. Et au dernier moment, ils nous ont annoncé que les femmes gagneraient, ils nous ont fait la liste du prize money, entre 30 et 50% de moins que les hommes, alors que ça faisait déjà un moment que le tour était inégalitaire. Donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, c'est jamais fini. Et voilà. Et moi, suite à ça, moi, je me suis beaucoup impliquée à ce moment-là. Et suite à ça, j'ai eu besoin de faire un break, parce que justement, toute cette question de se préserver en tant que militant, enfin voilà. Je vois qu'il nous reste que 5 minutes. Je pense que moi, j'ai posé beaucoup de questions, mais peut-être que dans la salle, vous en avez des questions, vous aussi. Je ne sais pas si Clémentine, en attendant, tu peux nous dire peut-être un mot sur la BD et sur les manières aussi d'accéder à tes travaux, aussi podcasts, etc., ici à Change Now. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus? Alors, avec plaisir. Du coup, en rapide, donc Women of the Seas, initialement, c'était un podcast. On a interviewé une vingtaine de personnes. C'est des épisodes, ça dure 40 minutes, c'est immersif. Je vous conseille d'écouter ça au casque.
Dans le métro, ça marche super bien ici, pour l'avoir fait et être partie un peu en voyage avec. Du coup, c'est toujours une femme, un métier, un bateau et une aventure en mer. Et on essaye aussi un lieu géographique. C'est Women of the Seas en anglais, mais les épisodes sont en français pour l'instant. J'espère ramener ça plus tard à l'international. Et ensuite, on s'est associé à une des Women of the Seas qui s'appelle Anne Smith, qui est une peintre officielle de la marine, qui s'est associée avec nous pour mettre les 8 premiers épisodes en illustration, en peinture, dans une BD, du coup, avec des illustrations à l'aquarelle. Et je crois, j'ai pas eu le temps d'aller voir, qui se trouve dans le petit bateau sur la Water Odyssey. Oui, voilà. Et sinon, la BD, si vous voulez aller la voir là-bas. Et sinon, les podcasts sont accessibles sur toutes les plateformes de podcasts ou sur notre site internet. Voilà. Et maintenant, on essaye d'inspirer au sens plus large. Donc, aller à la rencontre des enfants, des plus jeunes. Je rêve de mettre cette BD dans les collèges et les lycées. Parce que pour avoir eu des retours, apparemment, c'est un bon support pédagogique. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Merci pour toutes les informations partagées. J'avais une question pour toi, Flora, vis-à-vis de la création de la Roca Cup. Tu parlais d'un milieu finalement qui est très porté par l'argent, la médiatisation, etc. Est-ce que c'est facile d'aller justement inciter tous ces sportifs de haut niveau mondialement reconnus à participer à la Roca Cup qui porte pas les mêmes valeurs? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y en a qui étaient plutôt contre? Comment tu as fait en tout cas pour les convaincre? Voilà. C'est une très bonne question. Alors, donc là, on en est à la 3e édition de la Roca Cup cette année. Les 2 premières, moi, j'étais encore sur le tour. Donc c'était facile parce qu'en fait c'était aussi des amis, voilà, je les croisais et en fait même si certains se reconnaissaient pas forcément dans les valeurs environnementales et sociales, il y avait un côté fou en termes de compétition qui les attirait. C'est-à-dire qu'en wingfoil, je proposais du border cross wingfoil, donc avec des sauts d'obstacles, du freestyle synchro, donc de la chorégraphie en fait en wingfoil, du relais mixte, donc faire de l'équipe alors qu'on a un sport individuel, que des choses qui existent nulle part ailleurs dans le monde et qui du coup a un côté un peu fun, un peu fou. Et c'est ce qui leur a donné aussi envie, je pense, de venir, plus le fait que je pense qu'ils m'appréciaient, finalement ça a aussi à mon avis joué. Et c'est ce qui permettait de les avoir sans avoir de prize money. Il n'y a pas de prize money à la Roca Cup, il n'y a pas d'argent. Et c'est très rare d'avoir des athlètes de haut niveau qui se déplacent sans argent. Donc voilà. Et après, il s'est passé un événement. Bon, ça fait pas très longtemps que j'arrive à en parler publiquement parce que ça m'a beaucoup affectée. Mais donc le dernier événement dont je parlais, où il y avait un prize money à nouveau inégalitaire, je me suis battue contre ça. Et en fait, j'ai un peu pu voir les dégâts de l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse enveloppe d'argent par rapport à ce qui se fait habituellement en compétition pour cet événement. Et en fait, si on faisait un événement égalitaire, c'est toujours la même enveloppe. Donc, on répartit plus aux femmes et donc moins aux hommes. Et finalement, au dernier moment, ils ont décidé de devenir égalitaires suite aux pressions. Et il y a pas mal d'hommes qui se sont rebellés contre ça en disant « Punaise, maintenant, on a moins d'argent ». Et en fait, ça a créé un truc. Et moi, de voir ça, ça m'a mis un coup. Et j'ai besoin en fait de prendre du recul pour justement retrouver de la joie, de l'énergie et tout ça. Et donc, ça m'a aussi éloignée de certains athlètes. Mais en fait, c'est OK parce que ça m'a ouvert aussi à d'autres personnes incroyables auxquelles je n'aurais pas pris le temps d'être ouverte avant. Donc, c'est ça aussi, des fois, s'engager publiquement, c'est prendre un risque. C'est parfois prendre le risque de s'éloigner de personnes qui ne partagent pas les mêmes idées, mais c'est aussi s'entourer de personnes incroyables qu'on n'aurait pas rencontrées sinon. On a le temps pour une deuxième question et ensuite on va devoir s'arrêter là, mais je pense que les gens pourront continuer à vous poser des questions en dehors, si vous êtes OK. Merci. Deuxième question? Non? Vous êtes timide. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Merci à nouveau, je pense qu'on peut les applaudir. Et surtout, bravo pour vos engagements à nouveau. Elles seront juste dehors, donc si vous avez des questions, que vous étiez trop timide, n'hésitez pas. Et puis, à les consulter également, que ce soit la Roca Cup ou alors le podcast de Clémentine, c'est à dispo. Merci beaucoup.